Comment convaincre un banquier récalcitrant? Alors Kevin, est-ce que toi qui as accumulé un certain nombre de logements, et notamment 18 logements tout en étant au chômage, est-ce que quand tu vas voir ton banquier, le banquier, même pour les internautes qui nous suivent, est-ce que le banquier dit toujours oui? Alors le banquier, il dit pas forcément toujours oui, ça dépend de ta situation personnelle. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'accords de prêt, du fait que j'ai montré patte blanche justement chez mon banquier. Montrer patte blanche, en gros, c'est quoi montrer patte blanche? Ça consiste en quoi? En fait, patte blanche pour moi, ça veut dire que du coup, je lui ai montré que j'étais capable d'investir, que je savais investir, et au fur et à mesure du temps, je me suis créé du coup une réelle expérience et j'ai pu du coup créer également vis-à-vis de mon banquier une confiance par rapport à tout ça. Et également par rapport à un revenu, même si c'est pas un revenu salarié, le banquier, ce que le banquier a besoin de savoir, c'est par rapport à sa prise de risque. Le banquier est gestionnaire du risque et lui, il a besoin de savoir si tu vas pouvoir rembourser le prêt. Le reste, à la limite, c'est pas son problème. Ouais, exactement. Et au fur et à mesure de ton expérience, tu lui prouves que tu sais rembourser et donc il est en confiance. Et à la limite, comme il peut faire des exceptions par rapport à certains critères de solvabilité, il peut dire mais là c'est bon, je sais que mon client va pouvoir rembourser le prêt, même si techniquement il est peut-être plus endetté que la norme le permet. Alors justement, moi sur ce sujet, concernant ma dernière acquisition, mon banquier m'avait justement m'avait bloqué à partir du moment où j'avais acheté mon immeuble de rapport que tu m'avais vendu. J'avais tenté le coup pour l'achat d'un dernier appartement. Et ma première réponse, ça a été un non justement de mon banquier. T'as dit non du coup? Alors il m'a dit non en fait si tu veux parce que comme dit, vu que j'avais investi quand même sur pas mal de logements dans un laps de temps, donc c'était sur une période de 2 ans. Mon banquier m'avait dit, bon ben voilà, là l'immeuble de rapport, on clôture là-dessus et on verra par la suite, mais on souhaite que tu épargnes dans un premier temps à partir de maintenant et on te financera plus pour le moment. Donc, pour la petite histoire, en fait, donc l'appartement dont je parle, la dernière acquisition, c'était un appartement où je disposais déjà d'un logement en copropriété et on avait fait une petite vidéo justement sur le sujet où je parlais de cet appartement en question. Donc ce logement, en fait, pour rappel, j'avais donc acheté un appartement de 68 mètres carrés avec une chambre de bonne de 12 mètres carrés. Et donc du coup, j'ai eu l'opportunité d'acheter l'appartement qui se situe au premier étage, qui fait également 68 mètres carrés, avec cette chambre de bonne de 12 mètres carrés. Donc avant de proposer le projet à mon banquier, j'ai eu un non catégorique. C'était avant qu'il sache de quoi je parle. Et donc du coup, je lui ai dit, bon attends, laisse-moi un petit temps pour t'expliquer la chose, que tu comprennes bien c'est quoi l'enjeu de ce projet. Et donc là, en fait, si tu veux, je lui explique tout simplement que voilà, le premier appartement que j'ai acheté, donc je disposais donc de cette fameuse chambre de bonne, et que là, j'avais la possibilité d'acheter un deuxième appartement au sein de cette même copropriété, et j'avais également la possibilité d'acheter la deuxième chambre de bonne, qui était en fait en réalité vendue avec l'appartement. Donc c'était pas deux ventes différentes, c'était vraiment une vente complète avec la chambre de bonne. Et donc à ce moment-là, je lui explique que, étant donné que j'ai déjà une chambre de bonne, si j'achète la deuxième chambre de bonne, donc avec ce deuxième appartement, j'aurai la possibilité de créer un troisième appartement à partir de zéro. Donc quand je dis à partir de zéro, c'est-à-dire que on aurait un appartement qui est également dans son intégralité à rénover, mais par contre il m'aura coûté peanuts, c'est rien du tout. Je l'ai vraiment reçu gratuitement en partant du principe où j'ai acheté un appartement de 68 mètres carrés, puis un autre de 68 mètres carrés et ces deux chambres de bonne qui étaient tout simplement en fait vendues avec dans le lot. Donc pour bien comprendre, ton banquier te dit non, je te prête plus d'argent, c'est trop tôt, tu as des crédits en cours, donc d'abord il faut que tu te refasses une santé financière, que tu commences à rembourser du capital. Et toi, dans la même résidence, tu as déjà un appartement sur lequel tu as un crédit, et cet appartement, avec cet appartement, il y a une chambre de bonne de 12 mètres carrés.
Tu achètes un deuxième appartement en disant, il y a également une chambre de bonne, donc moi j'achète l'appartement, mais du coup, en achetant cet appartement, je vais avoir une deuxième chambre de bonne qui ne va rien me coûter vu qu'elle est comprise dans le prix, et en joignant les deux chambres de bonne, je vais pouvoir créer un troisième appartement qui lui ne me coûtera rien à part les travaux. Exactement, c'est ça. Alors, également, j'ai joué sur le fait que c'était une occasion en or, en partant du principe que si demain quelqu'un achetait cet appartement à ma place, du coup je ne dispose pas de cette deuxième chambre de bonne et je n'ai pas la possibilité de créer le studio de 24 mètres carrés, donc ce fameux studio, qui n'est toujours pas créé à l'heure actuelle, j'ai pas eu encore le temps, mais je l'ai. D'autant plus, je pense que certaines personnes vont me poser la question en disant oui, mais au final tu aurais pu créer un appartement de 12 mètres carrés, 12 mètres carrés étant une petite surface, mais ça aurait pas pu se passer comme ça, étant donné que du coup je n'aurais pas été pleinement propriétaire du grenier. Donc ça aurait nécessité un sas, ça aurait nécessité des travaux pour la création d'une partie commune. Donc en partant sur ce principe-là et en donnant ces arguments-là à mon banquier, donc il m'a dit ah oui effectivement tu as raison, en plus je me souviens que quand on avait fait le crédit pour le premier appartement, tu m'avais déjà parlé d'une hypothèse sur l'achat d'un deuxième appartement au sein de cette copropriété pour justement récupérer ces deux chambres de bonne. Et donc à ce moment-là, il me dit bon ok, alors écoute, je vais défendre ton dossier auprès des engagements parce que malheureusement pour moi, j'avais déjà dépassé le seuil. Il peut décider tout seul. Voilà, mais le banquier, même quand il dit c'est pas moi qui décide, s'il lui donne un avis favorable, c'est quand même bon signe parce que si lui déjà il dit non, ça va pas au-delà. S'il dit j'ai besoin de l'accord du service des engagements, lui il dit avis favorable parce que voilà les arguments. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. C'est ça. Et donc du coup, il m'a mis une très belle note, un très beau commentaire comme il le dit si bien. Et sans réelle surprise, parce que je savais qu'il allait défendre mon dossier à la perfection. Et d'ailleurs, si un jour il regarde cette vidéo, je te remercie infiniment. Du coup, j'ai pu obtenir cet appartement. Donc, ce qui est intéressant, la leçon que moi j'en tire, c'est que le banquier peut dire non facilement. On entend souvent des blogueurs, et qui ont raison parce que c'est leur expérience aussi, dire il faut faire le tour des banques. Si un banquier dit non, il faut aller voir le deuxième, il faut aller voir le troisième, il faut aller en voir 15. Mais si sur le papier, tu es à ton maximum d'endettement, tu peux faire le tour des banques, il va pas se passer grand-chose, hormis un épuisement de ta part. Par contre, c'est là où c'est intéressant, c'est cultiver la relation de fidélité avec un banquier. Plutôt que de solliciter 10 ou 15 banques qui ne te connaissent pas et qui vont se méfier, le fait de cultiver une relation et de développer la confiance avec un même banquier, que tu finis par tutoyer à l'arrivée, travaille toujours avec le même banquier. Du coup, il te connaît et il sait que tu es crédible. Tu veux pas emprunter pour emprunter. Il sait que si tu empruntes, c'est pour faire du business et que derrière, tu vas tout faire pour arriver à honorer tes engagements. Et pour lui, c'est ça le principal et c'est ce qu'il a bien compris. Oui, si c'était pas ton banquier habituel, il aurait dit écoutez, monsieur, je vous connais pas. Revenez dans un an. Puis c'est aussi en fait une relation au final qui est gagnant-gagnant tout simplement. Pourquoi ? Parce que à partir du moment, enfin ça c'est ma façon de penser, pas forcément tout le monde va prendre ça en considération, mais personnellement si j'ai mon banquier qui m'octroie un crédit, pour moi la moindre des choses c'est de mettre son assurance chez lui, son compte courant chez lui et du coup tout ce qui est PNO et les petites assurances où lui peut également gagner un petit peu d'argent par rapport à tout ça. C'est mon point de vue personnel, je l'ai toujours fait, tous mes appartements que j'ai pu acquérir de par ma banque principale, j'ai toujours pris en fait tout ce qui était assurance chez eux, tout ce qui était PNO chez eux et tout ce qui va avec, la petite carte bleue, etc. etc. Alors ça c'est un point important, c'est pas seulement un point de vue personnel, c'est un point de vue partagé, que les banques demandent, que les courtiers, quand on passe par un courtier, ils disent si on obtient un crédit auprès d'une banque, est-ce que vous êtes prêt à rapatrier chez eux votre assurance, donc PNO, propriétaire non occupant, ouvrir un compte courant, domicilier vos revenus. Pourquoi ? Parce que le banquier, alors je sais pas si c'est une posture ou c'est vrai, il est en train de pleurer en disant mais vous savez le crédit immobilier ça me rapporte rien, on perd de l'argent. Si ça ne leur rapportait rien, a priori ils ne le feraient pas parce que sur les millions de prêts immobiliers que brasse chaque banque et des milliards à l'échelle nationale, 1%
1% d'intérêt, 2% d'intérêt, 3%, 4% d'intérêt, ça rapporte quand même des millions, voire des milliards à l'échelle nationale à chaque banque. Donc, cela dit, ils disent, vous savez, nous, le crédit immobilier, c'est pas ça qui nous fait gagner de l'argent. Nous, on veut une relation de fidélité avec notre client. Donc, s'il vous plaît, et là, il sort les papiers, vous rapatriez vos revenus chez nous, vous prenez une carte bleue, vous prenez une assurance de vie, même si vous mettez que 100 € dessus, parce qu'ils ont besoin d'avoir des objectifs pour dire, on a ouvert X centaines de contrats cette année, prenez-nous une assurance vie, mettez de l'argent de côté, je vous ouvre un livret, PEL, machin, PEL, sachant qu'on peut en avoir que un, donc c'est dans une banque, on peut pas le multiplier, avoir un PEL dans 10 banques différentes. Mais c'est de bonne guerre. Et l'assurance, parce que l'assurance, là-dessus, c'est sûr qu'ils gagnent de l'argent, parce que l'assurance est mutualisée. Quand on paye 20 € par mois pour une assurance propriétaire non occupant, eh ben, on va pas forcément la consommer. Lui, ça lui permet d'avoir des revenus récurrents, multipliés par des milliers de clients. Donc, je pense qu'il est important de jouer le jeu. Parce que ça nous coûte pas beaucoup plus cher de prendre l'assurance chez notre banquier à 20 €, alors que chez un autre assureur, peut-être ça serait 18 €. Je connais des investisseurs qui comptent vraiment chaque centime parce que on a l'impression que c'est chaque centime qui va leur permettre de faire la différence, alors que le plus important, c'est d'avoir le crédit. Parce que si on n'a pas le crédit, eh ben, on a beau connaître toute la théorie du monde, on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas de crédit, on ne peut pas acheter. Et pour avoir un crédit, il faut avoir un banquier qui joue avec nous et avoir un banquier dans la poche. Parce que dire, attendez, moi je vais pas bosser avec vous, parce que là vous me faites un crédit à 2,5%, ah j'ai 2,35% ailleurs, donc cette fois-ci on va pas bosser ensemble, je reviendrai la prochaine fois. Ça marche pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir le crédit. Parce que avoir un crédit à 2,3% plutôt que 2,5%, on va pas économiser beaucoup. Mais par contre, si on n'a pas le crédit parce que on passe d'une banque à l'autre et le banquier sait qu'il va pas gagner d'argent avec toi parce qu'au moindre centime de supplément, tu vas aller ailleurs, c'est pas une relation de confiance. Pour lui, ça va être désagréable parce que le banquier, c'est avant tout un humain aussi. Parce qu'il est pas banquier 24 heures sur 24, c'est un humain. Il a besoin de développer une relation agréable avec son client. C'est plus agréable d'avoir un client sympa, qui joue le jeu, qui va permettre de gagner de l'argent, et lui va être bien vu par sa hiérarchie, parce qu'il va voir qu'il octroie des crédits immobiliers qui, soi-disant, ne rapportent rien, mais derrière, il y a un paquet de contrats. Donc, c'est ce qui permet aussi d'avoir un refus moins évident et de passer outre, quoi. Tout à fait. Maintenant, indépendamment de la relation avec le banquier, qui pour moi est primordiale, c'est vraiment, si tu t'entends pas avec ton banquier, s'il te prend de haut, si toi tu le prends de haut, parce qu'il y a aussi les clients qui sont méprisants avec le banquier, moi je me dis, en fait, moi je trouve d'autres clients, j'ai pas besoin de vous, monsieur, monsieur, madame. C'est vraiment une relation humaine, de confiance, d'égal à égal. Le banquier n'est pas notre supérieur, c'est nous qui sommes clients, mais pour autant, on doit être respectueux de la personne qu'on a en face de nous. On est égal, en fait. Et il va l'apprécier. Mais hormis ça, donc ça c'est pour moi la base, c'est quand même plus agréable d'aller voir son banquier, de prendre le café ensemble, de sympathiser, de rigoler et de travailler en même temps, et tout va bien. Hormis cet aspect-là, c'est vrai que on peut aussi choisir un statut qui va faciliter l'obtention d'un crédit, un statut qui va nous permettre de sortir du taux maximum d'endettement qui est actuellement de 35%. Pour toi, Kevin, quel est le meilleur statut ou quel est celui qui te convient le mieux pour justement ne pas rentrer dans ce taux d'endettement maximum qui viendrait t'empêcher de continuer à emprunter? Alors, pour ma part, j'ai eu beaucoup de facilité en achetant en nom propre plutôt qu'en société. Je sais que beaucoup de personnes ont privilégié les SCI du fait que c'est dissocié entre la personne physique et la personne morale, et de ce fait, le taux d'endettement est également dissocié. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance du coup de pouvoir acheter l'intégralité de mes logements en nom propre. C'était un choix personnel, car à partir du moment où j'ai compris que, en passant loueur meublé professionnel, ma banque allait prendre en considération mes rentes locatives comme étant du salaire, comme étant des revenus, il était beaucoup plus judicieux pour moi d'avoir en effet des appartements en nom propre, car à chaque fois que j'effectuais un crédit immobilier, en réalité je m'enrichissais et mon taux d'endettement baissait. Alors ça c'est lié au fait que ton revenu, c'est un revenu de location saisonnière, parce que les loyers de location nue ne sont jamais considérés comme un revenu, alors que toi c'est un revenu professionnel. Exactement.
On considère que ton endettement pour racheter des biens, c'est ce qui va générer un revenu professionnel. Donc c'est un investissement professionnel. Et du coup, on rentre plus dans la catégorie de l'endettement personnel. Et du coup, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de maximum d'endettement quand on est en... C'est ça. Et d'autant plus, en fait, si tu veux, c'est vraiment une histoire d'interprétation vis-à-vis de ton interlocuteur. Mon banquier prenait en considération que la location saisonnière était pour lui donc c'était vraiment à titre perso, hein. C'est une activité commerciale, du fait que c'est une activité commerciale, donc c'est quelque chose de professionnel, loueur meublé professionnel étant du coup, comme son nom l'indique, professionnel, donc on pouvait assimiler ça très facilement à du salaire tout simplement. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment j'ai pu en fait, si tu veux, continuer d'investir constamment tout en baissant en réalité au fur et à mesure mon taux d'endettement. Ou du moins le laisser relativement stable. Ok, donc c'est le côté professionnel qui fait que tu n'es pas limité en endettement. Maintenant, il y a d'autres possibilités qu'on va pas développer ici, mais c'est sûr que le fait d'avoir une SCI à l'IS, impôt sur les sociétés, c'est considéré comme une société commerciale. C'est pas une société commerciale, une société parce que c'est une société civile, mais l'endettement est un endettement professionnel, donc il ne va pas impacter notre endettement personnel. Par contre, la plupart du temps, la banque nous demande d'être caution personnelle, donc garant sur le prêt contracté par la société. Du coup, on est impacté directement parce que si la société ne peut pas rembourser les prêts, la banque vient chercher les échéances chez nous à titre personnel. Donc, de toute façon, il y a un impact sur l'endettement personnel néanmoins. Après, il y a d'autres possibilités, c'est créer une holding qui va être propriétaire de nos sociétés civiles, immobilières, donc une holding qui va être propriétaire de la SCI, et la holding qui va permettre de répartir les bénéfices de l'une comme apport dans un autre projet, évidemment, mais là, ça c'est très technique. Je dirais que j'ai rencontré un certain nombre d'investisseurs qui me disent « Ah ouais, mais la holding, comment ça marche? T'as combien d'appartements? Zéro. » L'important, c'est de commencer, ça sert à rien de créer une holding, une SCI, un montage complexe qui va coûter de la comptabilité, qui va coûter des bilans, des frais de gestion, avant d'avoir des revenus d'un certain niveau, dans la mesure où si on a un appartement ou deux, on fait de la gestion en direct, c'est de l'endettement personnel et ça ne pose aucune difficulté. Il est toujours possible, le jour où on passe en holding, que la holding rachète nos propres biens et donc on change complètement la façon de faire. Mais au départ, pour commencer, on achète à titre personnel le premier bien, on regarde comment ça fonctionne et si on y prend goût, parce qu'il y a les propriétaires qui peuvent dire oh, ça me plaît pas, je veux pas continuer. Ça sert à rien d'avoir un montage de société compliqué dans ce sens-là. Il existe un certain nombre de possibilités qui permettent d'optimiser, mais c'est pour les gros patrimoines. À partir du moment où il y a du revenu foncier, du revenu d'activité commerciale éventuellement, et ça permet également de défiscaliser. Mais si le fait de pouvoir défiscaliser, ça coûte plus cher parce qu'il y a des sociétés à gérer, un comptable à payer, ça n'a absolument aucun intérêt.